Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, nous allons démarrer notre revue et la lecture de l'actualité cette semaine parce qu'on peut appeler ce qui est devenu l'affaire Mamadou Ndala, hein. Et il semble que les témoins clés dans cette affaire seraient décédés, hein. En fait, le sergent-major Ngabou Chouf du colonel Mamadou Ndala est mort ce jeudi 2 octobre à Béni vers 5 heures locales. C'est Radio Kapi qui a livré cette information. Il avait comparu la veille pour la première fois à l'ouverture du procès des assassins de l'ancien combattant, commandant du 42e bataillon commando de l'armée des FRDC. Monsieur Mbelou, assistons-nous là à une énième parodie de la justice en RDC? Euh, Merci, monsieur Etienne Nandou, pour cette question qui est très pertinente. Mais permettez-moi de pouvoir l'analyser froidement. Pourquoi Mamadou Ndala a-t-il été assassiné? Mamadou Ndala, dans sa fougue de jeunesse, est passé de la théâtralisation de la guerre entre les FRDC et le M23 à la prise au sérieux de cette guerre. Ce que je suis en train de vous dire là me semble être très important. Mamadou Ndala, avec sa fibre congolaise, ne s'était pas fait à l'idée que ce qui s'est passé entre le M23 et les FRDC était du théâtre, un théâtre destiné à infiltrer les institutions congolaises et surtout l'armée congolaise, des membres du M23 qui étaient des Ougandais et des Rwandais positionnés pour une bonne part d'entre eux en Ouganda et au Rwanda. Quand Mamadou Ndala prend au sérieux la question de la défense de sa patrie, et qu'il inflige une défaite au M23, il devient l'homme à abattre. Pourquoi? Il n'a pas compris la stratégie. Il a cru en un discours officiel qui prétendait qu'il y avait une guerre entre le M23 et les FRDC. Or, il n'en était pas question. C'était une énième tentative d'occupation et d'infiltration du Congo. Alors, comme il s'est risqué dans ce théâtre-là, il a été éliminé par ceux qui voudraient que le Congo demeure éternellement sous occupation et soit balkanisé par les proxys des maîtres du monde. Alors, quand son chauffeur essaye de revenir sur sa déposition pour dire que la première déposition il l'avait faite sous influence et qu'il avait une vérité à livrer à la justice, il est tué. Mais est-ce que cela ne vous rappelle pas ce qui s'est passé avec un monsieur comme Karegeya? Karegeya avait à peu près le même discours dans sa bouche. Karegeya, pour le Rwanda, disait: nous savons d'où sont partis les missiles. Et qu'est-ce qui est arrivé à Karegeya? On l'a tué. C'est pour vous dire que ce sont les mêmes qui mènent la danse et au Rwanda et au Congo, qui ont procédé à l'élimination de ce monsieur-là. Nous mettons je m'excuse, c'est-à-dire l'innocence de ceux qui pourraient être incriminés reste encore à prouver, mais moi je vois là une similitude dans les procédures. J'ai parlé de Karegeya, je pourrais parler de Floribert Chebeya, qui lui aussi
avait des choses à dire, par exemple, sur les massacres de Bundu dia Congo, et qui a été tué. Donc, nous avons là des phénomènes similaires de ceux qui mènent la danse, et en Ouganda, et au Rwanda, et au Congo, et qui voudraient que la vérité sur ce qui s'est passé dans cet espace des grands lacs africains puisse être oubliée, puisse être ignorée, de façon que les meurtriers, les assassins, les criminels contre l'humanité, les criminels de guerre puissent être toujours applaudis comme étant les pompiers. Et pourtant, ce sont eux les pyromanes. Donc, Dieu merci, il y a maintenant un film qui vient d'être mis sur la place publique à partir de BBC 2. Ce film essaye de questionner certains membres du FPR qui ont été très proches de Paul Kagame et qui essayent, ces messieurs essayent de donner leur témoignage avec certains autres professeurs d'université sur la tragédie des Grands Lacs. Petit à petit, la vérité est en train d'être mise sur la place publique et vous comprendrez pourquoi, en parlant du chauffeur de Mamadou Ndala, j'ai fait déjà allusion à ce film. Parce que Là, Monsieur Mbelou, les circonstances du décès de ce chauffeur laissent quand même, voilà, ça laisse interrogateur, parce que on se souvient que pour les cas de Armand Tungulu, par exemple, ça va faire bientôt 4 ans maintenant qu'il a été tué également. Les procureurs généraux de la République étaient passés à la télévision pour annoncer également qu'il se serait suicidé dans sa cellule où il s'est trouvé incarcéré. On a comme l'impression que en montant ce genre de scénarios, les régimes de Kinshasa veulent qu'on les prenne au sérieux. Euh, Comment est-ce possible qu'on monte ce genre de scénario dont on voit que cela ne tient pas du tout la route et que on veut vendre ça à quoi et à qui cela est-il destiné selon vous? mais c'est vous qui dites que ça ne tient pas la route. Est-ce que vous pensez que vos compatriotes qui disent aujourd'hui que Mposa, il y a Raïs Nabango et Silité, croient comme vous que ce sont des scénarios qui ne tiennent pas la route? Où en avez-vous entendu parler à Kinshasa? Aujourd'hui, on nous dit que l'Assemblée nationale a repris ses travaux. Est-ce que vous avez entendu à un seul instant un député parler de cet assassinat? Donc, vous, peut-être parce que vous faites des analyses, vous questionnez vos compatriotes, vous êtes peut-être beaucoup plus avancés que ceux qui, ayant vendu leur cœur et leurs esprits, n'arrivent pas à comprendre que ce mode opératoire est le même depuis la guerre de l'AFDL jusqu'à ce jour. Vous faites allusion à Armand Tungulu. J'ai fait allusion à Floribert Chebeya. Nous pouvons parler de Fidel Bazana, Bopo Mwamba et tous ces journalistes qui ont été tués sur le même mode opératoire. Donc ça, ce sont des défis qui sont lancés à l'intelligence et à la sagesse des Congolais pour leur dire, mais jusqu'à quand allez-vous rester sans voir? Dieu merci, il y en a qui voient déjà. Vous savez, il y a un proche de Paul Kagame, le docteur Théogène Rodasingwa, qui, à l'anniversaire, au premier anniversaire du rapport mapping de 2010, c'était le 1er octobre 2011, a écrit un texte intitulé La vérité enfin. Et ce monsieur-là, même s'il a été proche de Paul Kagame, comme Kayumba Nyamwasa, comme Karegeya, ces messieurs-là, aujourd'hui, ont mis leur vie en danger en disant non. Comme on dirait dans ma langue maternelle, il faut que la vérité soit enfin dite. Mais malheureusement, le premier qui dit la vérité doit être tué. Voilà que le chauffeur de choses de Mamadou Ndala vient d'être tué.
Donc, ce que nous devrions en tirer comme leçon, c'est que nous devrions, pour une grande majorité d'entre nous, arrêter de croire dans la théâtralisation de la politique au Congo. Ces messieurs qui sont venus dans les mallettes de Paul Kagame et de Yoweri Museveni avec l'appui des forces anglo-saxonnes ne font pas de la politique chez nous. Ils sont venus pour exterminer les Congolais en commençant par les plus éveillés d'entre eux et balkaniser le pays. Je crois que vous êtes au courant comme moi qu'une partie du pays vient d'être cédée officiellement au Rwanda. Pas moins de 200 kilomètres à ce que j'ai appris, à moins que mes informations ne puissent pas être correctes. Mais relisez Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, de Pierre Péan, vous allez vous rendre compte que ce projet était déjà là quand l'AFDL est venu au Congo, dans les mallettes de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. Rien ne se fait au Congo au hasard. Tout est bien planifié. Ce qui arrive, c'est que certains projets planifiés de longue date prennent du temps à aboutir. Mais tout est planifié et si nous continuons majoritairement à accepter que les caniches, les proxys des pouvoirs anglo-saxons continuent à gérer ce pays-là, il sera perdu, même si une grande partie est déjà perdue, même si beaucoup de cœurs et beaucoup d'esprits ont été déjà envoûtés par cette puissance destructrice, mais si nous ne faisons pas attention, dans 5, 10 ans, nous n'aurons plus de pays et nous n'aurons qu'à nous prendre à nous-mêmes. Parce que nous ne dirons pas que nous n'avons pas été avertis. Nous ne dirons pas que les livres n'ont pas été écrits sur cette tragédie. Nous n'aurons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Très bien, nous passons à autre chose. Sur la révision constitutionnelle annoncée, des jeunes catholiques de la majorité présidentielle désapprouvent la position de la CENCO. C'est ce que Radio Okapi a écrit cette semaine. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là une indication de divergence qu'il y a au sein de ce qu'on peut appeler des tendances politiques qui s'affrontent au sein de l'Église catholique au Congo? Où est-ce que vous voyez la divergence? Il n'y a pas de divergence. Ce qu'il y a, c'est ceci. Il y a un essai d'instrumentalisation des jeunes. Mais quand vous lisez les articles publiés par le Phare après la publication du message de ces jeunes-là, vous vous rendez compte que ce n'étaient même pas tous des jeunes Congolais, des jeunes catholiques. Il y avait des musulmans, il y avait des animistes, il y avait les membres des églises de réveil, il y avait un peu de tout. C'est un petit théâtre qui va dans le sens du grand auquel nous sommes en train de participer maintenant. Mais revenons à ce message-là. Vous savez, on a l'habitude de dire, d'interpréter chez nous un petit verset là de l'évangile qui dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour pouvoir dire qu'il y a une séparation nette et étanche entre le pouvoir ecclésial et le pouvoir politique. Mais c'est faux. Que veut dire à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Avant de pouvoir inviter Pierre à payer l'impôt dû à César, Jésus lui demande de lui montrer le denier. Il lui dit, de qui est cette effigie? Pierre répond, de César. Alors il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, c'est quoi? C'est l'argent. Ce qui est à Dieu, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme n'est pas la création de César. Tous les Césars du monde ne peuvent pas faire des hommes leur créature. Nous, dans l'Église catholique, nous reconnaissons que l'homme est créé par Dieu. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Là où cette image
et cette ressemblance sont malmenées, l'Église a le pouvoir, elle a le devoir de pouvoir dire une parole prophétique. Donc, il appartient à ces jeunes catholiques, entre griffes, de pouvoir relire leur Bible. Ça, c'est d'un. De deux. Souvent, on accuse l'Église catholique de faire de la politique au Congo. Mais la politique, c'est quoi? Pondou l'a très bien expliqué dans l'une des émissions données à la télévision sur le net de Jeannot Kabouya. Je pense que c'est aussi Congo Mikili qui a pris ça. Maintenant, je n'ai plus l'idée claire sur ce qui a fait cette émission-là. Mais regardez, la politique, c'est quoi? M'inspirant de certains philosophes, j'ai défini la politique simplement comme l'art de contribuer par la parole et l'action à l'édification de la cité. La politique, police, c'est cité. La politique, c'est l'art de l'édification de la cité. Alors, qui dit art, dit des précautions, dit une certaine éthique. Qui dit art, dit le respect de certains principes. Mais qui dit police, cité, dit aussi tous les membres de la cité. On ne peut pas aujourd'hui dire l'église, sa place, c'est la sacristie, et doit rester au milieu du village, c'est-à-dire être neutre, même quand la valeur de l'homme, la dignité de l'homme sont piétinées. Non, 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 non. C'est sûr que les membres de l'église ne feront pas partie des cabinets ministériels, ne feront pas partie de la présidence de la République, même si l'histoire nous convainc qu'il y a eu l'abbé Youlou qui est devenu président au Congo-Brazzaville. Il y a des moments où certains membres de l'Église ont senti qu'au lieu de se laisser enfermer dans la sacristie, ils devaient aller faire la politique sur la place publique. Alors, dire séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire l'Église a sa sphère d'action et que les politiques ont leur sphère d'action, mais des sphères d'action qui s'inter-influencent. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'Église de ne pas dire ce qu'elle pense sur la place publique. Regardez. Oui. Monsieur Mbel, justement, hein, ces jeunes, dans leur pétition, ils dénoncent ce qu'ils appellent la violation du principe corollaire de la séparation entre l'État et l'Église. Et ils affirment également qu'en RDC, les pouvoirs inaliénables du souverain primaire ne peut être limité que par les souverains primaires lui-même. Mais pour revenir à la pétition, à la pétition même, pour lancer une telle initiative, ces jeunes ont certainement bénéficié des conseils de certaines hautes figures de l'Église au Congo, conseils proches du pouvoir du régime Kabila. Bon, là, moi, je ne crois pas. Quand vous lisez ce texte-là, vous vous rendez d'abord compte que il est écrit dans un langage approximatif, difficilement compréhensible. Ils font intervenir des adages en latin qui ne signifient absolument rien. Et il y a là un essai d'instrumentalisation des jeunes par... il n'y a pas de pouvoir politique chez nous. C'est par des mangeurs, des mangeurs-crates comme on les appelle. Il n'y a pas de politique. Ce sont des élites compradors qui... Mais M. Mbelou, que ce texte soit écrit ainsi, veut dire que ces jeunes ont bénéficié des conseils de certaines personnes proches de l'Église pour écrire un tel texte. Je pense que ce n'est pas un non-initié qui peut rédiger un tel texte, même si vous les trouvez, vous avez dit confus. Hein. C'est bien. Non, mais le texte n'a rien de consistant. Le texte ne comprend même pas. Si ce texte voulait être consistant, il évoquerait par exemple la dernière exhortation du pape François, la joie de l'évangile. C'est le pape François qui, dans la joie de l'évangile, dit là où la dignité humaine et la justice sociale sont en danger, une parole prophétique doit être dite. Donc, on dirait que ces jeunes sont à mille lieues du débat qui est initié au sein de l'Église pour aller dans le même sens que ce que je viens de dire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a des évêques français qui ont
invité les catholiques français hier à manifester dans les rues de la France contre cette histoire de GAP. Donc voilà, on dirait que les Congolais vivent dans une sphère, dans un cercle fermé. Ils ne sont pas au courant, du moins ces jeunes-là, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à travers le monde. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils diraient des messieurs comme Monseigneur Romero? Ils diraient quoi? Qu'est-ce qu'ils diraient des messieurs comme Don Elder Camara? J'ai devant moi ici le livre de... Je suis en train de rédiger un article. J'ai le livre de Noam Chomsky intitulé 2 heures de lucidité. Noam Chomsky classifie les 6 jésuites qui ont été tués au Salvador comme étant des intellectuels subversifs. Ils ont été tués au Salvador le 16 novembre 1989, et c'est dans le même texte qu'il évoque la figure de Monseigneur Romero. Donc l'Église, comme a une parole prophétique, et ces gens-là ne savent pas que quand on parle des prophètes, on parle des intellectuels subversifs, capables d'émettre des avis moraux sur le fonctionnement de leur société. Et par le passé, les prophètes ont été tués et bannis de leur société. Dans le texte que je suis en train d'écrire maintenant, je fais allusion à ce que Hérode dit quand il entend parler de Jésus. Il dit, mais ce type-là, c'est qui? Jean-Baptiste? Je l'ai fait tuer. Mais pourquoi est-ce que Hérode avait tué Jean-Baptiste? Donc, chez nous, on met entre parenthèses tous ces versets bibliques qui montrent par exemple que Jean-Baptiste a osé parler à un chef en face en lui disant qu'il ne lui était pas permis de prendre la femme de son frère. C'est ça le rôle prophétique que l'Église essaye tant bien que mal de pouvoir assumer à travers l'histoire. Alors quand des jeunes se réveillent un matin et qu'ils estiment qu'assumer ce rôle prophétique, c'est faire de la politique politicienne, nous disons, ils sont à côté de la plaque. Mais est-ce qu'assumer ce rôle, c'est faire de la politique? Oui. Pourquoi? Parce que l'Église fait partie de la cité. Elle ne peut pas ne pas faire de la politique. Mais elle ne fait pas de la politique politicienne, même si, à travers l'histoire, certains de ses membres ont fait de la politique politicienne. Mais, M. Mbelou, les évêques congolais, hein, dans leur opposition à la révision de la Constitution, ils ont notamment invité les curés, catéchistes, à sensibiliser les chrétiens, je cite, hein, pour qu'ils s'engagent à protéger la nation contre toute tentative de modifier, des modifications de l'article 220 de la Constitution. Monsieur Mbelou, n'est-ce pas là un peu risqué pour l'Église de se lancer dans un bras de fer avec les régimes dont elle n'est pas sûre de sortir gagnante? Mais, s'il vous plaît, Jésus n'est pas mort de sa bonne mort dans un lit. Jésus est mort dans une confrontation avec les chefs religieux et politiques de son temps. Pas plus tard que hier dimanche, il s'adressait encore aux chefs des prêtres et des pharisiens en leur parlant des vignerons homicides. Et quel est le problème des vignerons homicides avec l'héritier? C'est qu'ils veulent devenir les propriétaires de la vigne qui ne leur appartient pas. Ça, c'est le problème politique permanent. Ces messieurs-là veulent devenir propriétaires et de nos terres et de nos vies, comme nous n'avions pas quelque espace de liberté et d'expression publique. Et les évêques disent non. Au nom de la dignité humaine, au nom de la justice sociale, il est important qu'il y ait alternance. Mais moi, je parle toujours d'alternative. Que les Congolais s'habituent à choisir leurs dirigeants, que les textes fondamentaux puissent être respectés sans qu'il y ait des révisions intempestives. Mais entre nous soit dit, l'Église émet son point de vue. Elle demande à ses membres de se sensibiliser entre eux. Mais si eux sont forts, qu'ils passent outre les recommandations de l'Église, donc ils ne sont pas obligés. De quel droit
croient-ils qu'ils peuvent, eux, parler au cœur d'une cité qui appartient à tout le monde et dire aux autres, non, parce que vous appartenez à telle sphère, vous pouvez la boucler. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je vous répète, s'il vous plaît, oui, allez-y. Que Jésus n'est pas mort de sa bonne mort dans son lit. Jésus est mort dans une confrontation permanente avec les grands qui voulaient avilir la dignité de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si l'Église se risque dans cette lutte-là et qu'elle meurt, elle mourra de la bonne mort. D'ailleurs, elle ne va pas mourir, elle va ressusciter comme son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne tue jamais la vérité. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que la mort. Pourquoi? Parce que le bien est plus fort que le mal. Et le bien finit toujours par ressusciter. Très bien, mais pour finir sur l'Église, M. Mbelou, parlera-t-elle toujours d'une seule voix? Parce que j'ai les souvenirs qu'après les hold-up électoraux de 2011, le cardinal Mosengo s'est fait vilipender par les courtisans de Joseph Kabila, surtout les médias proches de Kabila et Kinshasa, et je n'ai pas vu, à moins que je me trompe, je n'ai pas les souvenirs d'avoir vu énormément de hautes figures de l'Église venir pour les défendre, monter au créneau pour les défendre. J'ai l'impression que chez nous, nous avons une vision idéaliste de l'unanimité. L'unanimité, ce n'est pas de l'unanimisme. Aujourd'hui, quand moi j'entends Poundou parler, quand j'entends Mugaruka parler, je me dis, il y a là du travail qui sont faits. Pourquoi est-ce que l'Église doit toujours tomber dans l'unanimisme en oubliant que les prophètes n'ont pas toujours été bien vus par les chefs politiques et les chefs religieux? Donc, la question de Jésus, c'est une question préoccupante pour moi. La question de Jésus, ce n'est pas d'abord celle d'un homme pour qui les chefs religieux et les chefs politiques ont pris parti. C'est la question de quelqu'un qui a été déterminé pour défendre une cause. Et à cause de cette cause-là, il est allé jusqu'à l'extrême de la donation de sa vie. Qu'il y ait demain 3 évêques et 10 prêtres et 50 chrétiens qui tiennent à cette histoire-là, même s'ils sont bannis de la société, même s'ils sont tués, ils se seront battus pour une bonne cause. La cause n'est pas simplement celle de la révision constitutionnelle. La cause est la suivante. Comment permettre aux Congolais et aux Congolaises de vivre heureux, de vivre contents, de partager un vivre ensemble fondé sur des principes qui respectent leur dignité, qui respectent la justice sociale, des principes qui respectent la commune dignité humaine des Congolais. Voilà, c'est là l'enjeu. Les évêques ne se battent pas tout simplement parce qu'il ne faut pas toucher aux principes, aux lois fondamentales. Ils vont au-delà en se servant de l'histoire. Ils disent, voilà, à force de torturer les textes communs, fondamentaux, voilà jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser à ces textes le temps de pouvoir faire leurs preuves et qu'à partir de ces textes, on crée un minimum de bonheur partagé au Congo? Alors, quand on s'en prend à eux comme des cibles à détruire, mais moi j'ai dit, ils jouent leur rôle prophétique. D'ailleurs, ils se sont présentés à nos populations comme des hommes d'espérance. Est-ce que certains d'entre eux pourront trahir demain? Mais ce sont des humains. Il n'y a que les hommes qui n'agissent pas, qui ne sont pas confrontés aux erreurs, et peut-être aux trahisons, aux dénégations. Mais je suis convaincu, au jour d'aujourd'hui, qu'il y aura toujours dans ce Congo-là des hommes et des femmes d'église qui se lèveront pour dire non à toutes les règles, à tous les principes
à tous les chefs qui s'amuseront à badiner avec la dignité humaine et la justice sociale. Très bien, autre chose, lors de la célébration de la journée internationale de la non-violence, Martin Kobler, qui est représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Congo, a appelé les Congolais à cultiver la non-violence. Hein. Il a lancé cet appel dans un message en affirmant notamment ceci: la voie de la non-violence est souvent la plus ardue, mais surtout la plus sûre qui amène la stabilité. Monsieur Mbelou, ce genre de message convient-il dans les contextes d'un pays comme la RDC qui souffre de l'occupation de certains pays voisins? Mais c'est difficile de répondre à cette question-là dans un contexte d'un pays occupé et sous la tutelle de l'ONU. Donc, c'est Martin Kobler qui assume aujourd'hui la tutelle de l'ONU au Congo comme chef de l'ONU. Au nom de quoi peut-il nous donner des leçons pendant que l'ONU est au Congo? Est-ce que Martin Kobler et les autres membres de l'ONU ont aidé le Congo à organiser sa justice de façon que l'impunité prenne fin et que les criminels impliqués dans les massacres de plus de 5 millions de Congolais avouent leur forfait et demandent pardon? C'est facile d'appeler à la non-violence et que d'appeler les complices de l'ONU qui sont dans les institutions des pays des Grands Lacs à pouvoir avouer sur la place publique leur forfait. Et, à mon humble avis, l'ONU a été toujours l'instrument des puissances anglo-saxonnes qui sont en train de dominer le monde et de détruire le monde. C'est sur ce point-là que je me dis que M. Martin Kobler, en tant qu'individu, peut donner certaines leçons. Mais en tant que représentant de cette institution-là, il n'a aucune leçon à donner aux Congolais. Les Congolais souffrent des faux coups que l'ONU leur assène depuis les années 60. Hein? Qui ne se rappelle pas le rôle que l'ONU a joué dans la mort de Lumumba? Non, l'ONU n'a pas de leçon à nous donner. L'ONU n'a pas. Martin Kobler, en tant que représentant de cette institution-là, qui est un machin, comme disait De Gaulle, n'a pas de leçon de non-violence à donner aux Congolais. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui s'organiseront à un moment ou à un autre. D'ailleurs, ça a déjà commencé dans certains coins de notre pays, comme dans les Kivu, là. Il y a des groupes qui commencent à se mettre ensemble pour pouvoir tracer les voies qui peuvent sortir le Congo du pétrin. Et les Congolais, je m'excuse, n'ont pas de leçon à recevoir de cette organisation-là, où certains membres ont violenté nos filles. Mais M. Mbelou, vu de Kinshasa, hein, notre élite, nous avons notre imaginaire qui est extraverti. Souvent, les gens pensent que si solution il y a, elle viendra certainement de l'extérieur, hein, puisqu'on pense chez nous que seul celui que l'Occident a choisi pour accéder au pouvoir chez nous. Et lorsque ces genres d'individus, hein, Kobler, s'expriment, voilà, ils sont énormément écoutés et suivis. Hein, vous imaginez, bon, quel impact ce genre, bon, on imagine bien l'impact que cela peut avoir chez nous, mais on se pose la question, est-ce que l'Est du Congo sera libéré par la non-violence, par exemple? La question, pour moi, est différente. C'est quand les Congolais auront réussi à identifier les acteurs majeurs de notre tragédie et les acteurs apparents. Comment les acteurs majeurs et les acteurs apparents travaillent-ils en réseau? C'est quand les Congolais auront réussi sérieusement à identifier les structures nationales et internationales de notre avilissement, de notre abrutissement politique, économique, culturel, etc., que petit à petit, ils réussiront à concocter un projet de société participatif qui nous sortira du bourbier. Nous n'avons pas, contrairement à vous, moi j'entends d'autres sons de cloche aujourd'hui. Si les Congolais réclament que Etienne Tshisekedi retourne à Kinshasa pour prendre le pouvoir, c'est parce que beaucoup de Congolais aujourd'hui se disent
C'est lui qu'ils ont choisi. Les Congolais ont des problèmes avec le monde hein, parce qu'ils sont têtus. On dit même qu'ils sont nationalistes dans la fibre de leur humanité, malgré quelques élites compradors hein, qui ne manquent jamais dans n'importe quelle société. Les Congolais savent qui ils ont choisi. Il faut les entendre parler aujourd'hui. Ils disent que Etienne Tshisekedi revienne. C'est lui que nous avions choisi. Nous n'avions pas choisi ce tricheur. Même les hommes politiques gagnés par l'idéologie dominatrice là arrivent quand même à dire dans leur discours officiel que celui qui était choisi c'est Tshisekedi. Donc si jamais, mais personne ne nous donnera cette opportunité-là, il était donné aux Congolais de s'organiser entre eux sans des interférences extérieures, les Congolais sauraient qui choisir et qui vaudrait mieux d'être mis à quelle place. Ils le savent. Et de plus en plus, avec leur mobilisation citoyenne et leur activisme politique, ils commencent à avancer sur cette voie-là. Ils savent qu'ils n'ont rien à attendre de l'extérieur, pour une bonne majorité d'entre eux. Très bien. Et pour finir, nous avons appris que Eugène Diomi Ndongala aurait décidé de traduire l'État congolais en justice. Monsieur Mbelou, est-ce un acte de désespoir hein, face à une justice voilà, hein, qui semble être aux ordres du régime et qui ne veut pas dire les droits hein? Non, ce n'est pas un acte de désespoir. C'est la continuation d'une lutte. Vous savez, Diomi est tombé victime de la théâtralisation de la politique. Et là, plusieurs d'entre nous, nous devrions travailler pour faire la part des choses entre la politique théâtre, ce qui se joue chez nous depuis la guerre de l'AFDR jusqu'à ce jour, et la politique politique, c'est-à-dire l'art de l'échange, l'art du débat, l'art du conflit maîtrisé pour un vivre ensemble partagé dans la paix. Donc, c'est à cela que nous devons beaucoup plus tendre. Mais nous sommes en difficulté. Pourquoi? Nous avons des proxys qui occupent le pays avec la complicité de l'ONU qui a mis le Congo sous tutelle. Et le Congo est aujourd'hui une colonie de la communauté occidentale. Alors, mais si dans cette théâtralisation de la politique, nous ne faisons pas la part des choses entre les élites compradors opérant à partir du Congo et qui font partie de l'ordre dominant et les Congolais qui aiment la politique politique, on risque de passer à côté de la plaque. Donc, son appel aujourd'hui signifie ceci. Vous qui, à travers le monde, pensez défendre le droit, la justice et la démocratie, je vous demande de dire si dire encore le droit aujourd'hui, dans un monde néolibéralisé, organisant la guerre de tous contre tous, je vous demande de dire si dire le droit est encore possible. Voilà le piège que Diomi tend au monde dit civilisé, et on va voir comment ce piège va pouvoir être dénoué. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Tien Ngandou, et à la semaine prochaine.